Je suis docteur en droit privé et en sciences criminelles de l'Université de Strasbourg. J'y ai soutenu une thèse consacrée à un principe de droit pénal, le principe de proportionnalité. Thèse qui avait la particularité d'être dirigée par deux professeurs, Jocelyne Leblois-Hapeux qui est professeur de droit privé et de sciences criminelles, donc la matière dans laquelle généralement on classe le droit pénal, et Patrick Waxman, qui est un professeur de droit public, une branche du droit dans laquelle habituellement on ne classe pas, ou en majorité on ne classe pas le droit pénal. Ma thèse a porté sur des problèmes relatifs au principe de proportionnalité, c'est-à-dire à une question de liberté fondamentale. La question centrale étant les rapports entre le droit pénal, le droit répressif, la branche du droit qui concerne les interdits fondamentaux que l'on place et les sanctions de type peine, les sanctions punitives que l'on peut infliger lorsque ces interdits sont franchis. Les rapports donc entre cette matière et la protection des libertés fondamentales des personnes, et plus particulièrement un principe, donc le principe de proportionnalité, qui énonce qu'un État, une autorité publique qui veut être démocratique et respecter les principes de l'État de droit, ne doit pas agir au-delà de ce qui est raisonnablement justifiable dans son action. C'est-à-dire qu'avant de punir, ou avant d'interdire un comportement, ou avant d'entrer chez une personne pour réaliser une perquisition chez elle parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction, il faut déterminer dans quel but on va accomplir cette action qui porte atteinte à ses libertés, et déterminer ensuite s'il est véritablement nécessaire, raisonnable, équilibré de commettre cette action qui porte atteinte à ses libertés au nom de la finalité qu'on poursuit. C'est un principe relativement récent, en droit en général et en droit pénal en particulier, puisqu'il s'est formé tel que je le présente à la fin du XIXe siècle, et il est véritablement entré dans notre façon de penser parmi les juristes et parmi les praticiens du droit, en droit pénal, au cours des 10 dernières années. C'était un des enjeux de la façon dont j'ai travaillé. Quand on parle de proportionnalité et de peine, immédiatement on a à l'esprit la vieille loi du talion, le œil pour œil, dent pour dent du Deutéronome, qui d'ailleurs se retrouve dans des textes encore plus anciens. On le retrouve par exemple dès le code de Hammurabi, la première grande codification juridique qui nous soit restée entière et qui date du XVIIIe siècle avant notre ère. Mais aujourd'hui, l'idée de proportionnalité en droit pénal en général et dans la peine, dans la sanction en particulier, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça de deux manières. Premièrement, comme je le disais, la proportionnalité du droit pénal, ce n'est pas seulement le fait de punir de manière mesurée, c'est aussi de choisir ce que l'on interdit sous la menace d'une peine. Lorsque on décide, par exemple, d'interdire l'exhibition sexuelle et qu'on détermine que le fait de montrer sa poitrine pour une femme à la vue du public constitue une exhibition sexuelle, on réduit aussi en particulier la liberté de cette personne. Et la Cour de cassation a par exemple estimé que, en condamnant une militante féminine qui avait montré sa poitrine en public pour exprimer une opinion politique et une protestation politique, même si cela rentrait dans la définition qu'on avait admise de l'exhibition sexuelle, c'était une atteinte injustifiée que de la condamner à sa liberté d'expression et à ses libertés politiques. En fait, la proportionnalité est simplement un rapport entre les justifications qu'on donne à la répression et la façon dont on la met en œuvre. À travers l'exigence de proportionnalité, on peut voir, à partir de de l'attention qui lui est portée par les systèmes de droit, on peut voir aussi le degré de préoccupation des systèmes de droit envers les libertés individuelles. Si on ne se préoccupe pas du tout de proportionnalité, si on établit simplement que l'autorité peut punir dans la mesure qu'elle le souhaite parce qu'elle est justifiée par principe, on arrive sur une logique d'autorité, voire sur un état de police, pour ne pas dire un état totalitaire dans les cas les plus extrêmes, dans lequel les libertés ne sont pas garanties ou sont moins garanties. Quand on applique de la proportionnalité, c'est qu'on a une exigence perfectionniste, en fait. En tout cas, quand on l'applique de bonne foi.
C'est qu'on a une exigence perfectionniste parce que ça veut dire qu'on interdit à l'État et à la puissance publique de faire ce qu'ils veulent, même s'ils ont apparemment de bonnes raisons. On leur demande de se justifier non seulement sur le principe, mais dans la mesure de ce qu'ils décident de faire, et on permet aux juges, saisis par les individus, par les citoyens pour le faire, de s'opposer à la répression parce qu'elle apparaît matériellement, concrètement dans les faits, disproportionnée. Ça peut prendre plusieurs formes, mais les sources principales de justification qu'on va retrouver, c'est la recherche de principes qui expliquent ce pourquoi il est possible de poursuivre une personne et de la condamner, qu'on va retrouver alors à la fois dans notre philosophie du droit, mais aussi plus concrètement, si on s'intéresse au droit tel qu'il est appliqué à ce qu'on appelle, juriste, le droit positif, dans les textes fondateurs de notre système juridique. Par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme certaines libertés, il y a aussi la possibilité de les limiter par la loi. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est à l'origine d'une grande partie de l'évolution contemporaine du principe de proportionnalité, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il existe certains articles qui précisent que certains droits, tels que par exemple la liberté d'expression, ne peuvent pas être enfreints, sauf dans des conditions qui sont prévues par la loi et à condition que ces restrictions à la liberté d'expression, par exemple, soient nécessaires dans une société démocratique à la réalisation de certains buts que les textes énoncent, tels que la protection de l'ordre public ou des droits d'autrui. Donc, les normes, les règles de droit sur lesquelles on va se fonder pour reconnaître les droits fondamentaux et pour en déduire qu'il faut appliquer le principe de proportionnalité, énoncent aussi, où il est possible d'en tirer, les principes qui permettent de justifier la répression, et donc, en les réunissant, les principes qui, confrontés, vont former la question de la proportionnalité. On va confronter le droit de la personne à la justification de l'action publique, et on va rechercher le juste équilibre entre eux, et c'est plus ou moins la métaphore qui est utilisée aujourd'hui par les proportionnalistes. Ils parlent de balance des intérêts, on va peser le public contre l'intérêt individuel et essayer de trouver le point d'équilibre entre eux. Le principe de proportionnalité, si j'y reviens, c'est un principe qui est basé sur une exigence de protection de l'individu. C'est un principe qui est déduit d'ailleurs par ces premiers théoriciens comme une conséquence du principe de l'état de droit. Et l'état de droit est lui-même un principe un peu plus ancien qui suppose que pour que l'action de l'État soit légitime, il doit être soumis à la règle de droit. Il doit s'auto-limiter en énonçant des règles auxquelles il décide de se tenir pour protéger contre son propre arbitraire, contre sa tentation totalitaire en quelque sorte, les personnes qui sont soumises à son autorité. La proportionnalité, c'est la continuation logique de cela, puisque l'État accepte d'être soumis au droit et puisque l'État accepte de protéger les libertés, il accepte d'être soumis à une condition de justification, il accepte de justifier son action systématiquement pour garantir qu'il ne s'est pas simplement donné une autorisation avec un chèque en blanc, une autorisation de tout faire, une carte blanche. Ça résonne tout à fait avec la thématique de l'humanisme parce qu'il y a cet esprit de perfectionnisme toujours remis sur le métier, en quelque sorte, qu'il est toujours possible d'améliorer la façon dont on protège les libertés des individus. Il y a un principe de confiance en l'être humain aussi. Confiance en l'être humain pour être capable d'organiser sa vie dans le cadre d'un État qui le protège et qui le respecte. Et confiance en l'être humain gouvernant dans sa capacité à agir d'une manière, pas forcément rationnelle, mais au moins rationaliste. C'est-à-dire en ayant une réflexion sur ce qu'il est en train de faire et en pratiquant une sorte d'autocritique permanente pour décider ce qui lui paraît humainement le plus raisonnable de faire pour respecter ses contemporains. Donc on s'inscrit tout à fait dans une perspective humaniste, et même humaniste au pluriel d'ailleurs, puisque c'est une bibliothèque des humanismes juridiques, un pluriel qui indique qu'on se trouve dans une bibliothèque qui exprime la pluralité de vues que l'on peut avoir sur l'être humain, sur son rapport avec le monde, autour du monde et au travers des cultures et de l'histoire.
En plus de cela, le principe de proportionnalité, quand il a été théorisé, a été proposé aussi comme une sorte de langue commune des droits fondamentaux et des grands principes humanistes autour de la planète en droit. Donc on est tout à fait dans le cadre des résidences à Damas.